Bonjour Monsieur Deluz, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous recevoir sur le podcast L'Industrie du rêve. Aujourd'hui, l'épisode va être passionnant de par votre parcours. Vous avez une filmographie incroyable et pendant l'épisode, on va retracer un peu les films sur lesquels vous avez travaillé, les grandes collaborations de votre vie, votre regard sur le cinéma aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous demander de vous présenter. J'avais un père qui travaillait dans la programmation de films. Donc, quand j'étais enfant, j'étais beaucoup au cinéma par rapport à mes camarades qui allaient une fois par an. Moi, j'y allais une fois par semaine, quoi. J'ai bercé un peu là-dedans. Et puis, mon père voulait que je fasse des études commerciales. J'ai essayé de lui faire plaisir, mais ça me plaisait pas. Donc après, j'ai commencé à travailler dans le cinéma sans faire aucune école de cinéma, voilà. J'ai démarré un peu comme réalisateur en faisant des sujets d'actualité un peu pour un magazine qui était diffusé à l'étranger. Puis après, j'ai fait un peu de montage son et de montage image pour des émissions de télé en stock shot. Mais enfin, tout ça est parti un peu de la musique aussi, de mon goût pour la musique. Ok. Ils m'ont demandé au départ d'être un peu illustrateur sonore et de monter les musiques, et ensuite le montage son, et puis de fil en aiguille, l'image un peu. Enfin, mais à l'époque, c'était surtout le son. Et après, j'ai commencé un peu comme monteur son, puis j'ai monté énormément de courts-métrages, Ok. cinéma vraiment un peu underground. Enfin, j'avais que des amis qui faisaient des films assez pointus et pas très commerciaux. Et de fil en aiguille, j'ai fini par travailler dans le cinéma commercial. Ok. Et donc, du coup, c'est quoi le premier film sur lequel vous avez travaillé? Quelle a été la porte d'entrée? Vous aviez quel âge à peu près jusqu'on repositionne? Je pense que, enfin, le premier film commercial que j'ai fait, c'était comme monteur son, c'était Marie Poupée de Joël Seria, avec Jeanne Goupil. Je devais avoir, je sais pas, 26, 27 ans par là, quoi. Et après, j'ai fait Diabolomante au montage son, j'ai fait... Juste pour que les auditeurs comprennent, c'est quoi la différence entre le montage normal et le montage son? C'est quoi les particularités? le montage son, ça consiste à habiller complètement le film avec des sons précis ou des ambiances et faire tout l'habillage sonore sans ce qu'on appelle les bruitages, qui sont les bruits ponctuels, les bruits de pas et tout ça, qui sont rajoutés par un bruiteur. C'est un métier spécial. Mais le montage son, c'est très séparé du montage image quand même, dans la mesure où ça se faisait surtout à l'époque. Hein, c'était vraiment quelque chose qui était sur du son magnétique, il fallait plein de pistes, enfin c'était un peu compliqué, quoi. Maintenant, avec le numérique, c'est plus facile. Et donc, justement, la différence entre les deux, c'est qu'à l'époque, juste pour qu'on s'imagine, vous receviez le film qui était monté, et après, avec le réalisateur, vous travaillez sur, on va dire, les pistes de son. Comment ça se passait, et surtout à l'inverse d'aujourd'hui, où c'est beaucoup plus digitalisé. Ben, au montage son, quand même, la différence avec le montage image, c'est que les réalisateurs participent beaucoup moins. On se fait un visionnage avec le réalisateur au début, on dit tout ce qu'on va faire en gros, et après tout se passe au mixage où on propose des sons et le réalisateur dit oui ou non, quoi. C'est pas des montage image, on est en permanence confronté avec le metteur en scène, on dit on fait ça, on fait ça pas, on fait pas ça, on défait, on refait. C'est pas du tout la même complicité. Ok. Et c'est pour ça qu'après, moi, le premier film que j'ai fait à l'image, c'était un film de Jacques Baratier qui s'appelait, qui s'appelait, là, je ne me souviens plus, ça se passait à Créteil, c'était avec Bernadette Lafont. C'était un remontage, en fait. Et D'accord. voilà. Et après, Un remontage, ça veut dire que ça veut dire que le film avait été c'est-à-dire que le film, c'était au départ, il l'avait fait pour la télévision, et il était pas du tout content de ce qui s'était passé, donc il a voulu le remonter, il a retourné des scènes, et on a reformaté complètement le film, enfin reconstruit et remonté, quoi, voilà. Ok. Et Et, oui, pardon. et après, à l'image, en fait, enfin, à part les courts-métrages que j'avais fait spontanément, j'en avais fait une trentaine, j'ai été contacté, enfin, on m'a demandé de travailler comme assistant sur Tess, au départ. De Roman Polanski. De Polanski, c'était un boulot juste technique de conformer des duplicata pour les doublages et tout ça. Et donc, comme je faisais que des films underground qui n'étaient pas payés, fauchés et tout ça, j'ai accepté, c'était 3 semaines de boulot, donc voilà. Et de fil en aiguille, ils ont voulu remonter
pour les États-Unis, pour certains films des États-Unis. Ils ont fait venir Sam Austin, qui était le grand monteur de la Warner, enfin docteur montage un peu, et qui est resté 3 semaines. Et il n'y avait personne pour lui tenir la main à Paris, quoi. Et j'étais la seule personne qu'ils ont trouvée, donc ils m'ont rappelé. Et du coup, je leur ai dit, si vous voulez, comme Roman Polanski n'est pas là, je peux faire le montage son pour lui présenter le film quand il va rentrer. Donc j'ai remonté un peu les sons, on a remixé. Et j'ai vu le film seul avec Roman, et puis il m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit, je pense que leur montage est un peu trop film policier et tout. Il m'a dit, retravaillons. Là. C'est comme ça que on a fait un remontage de test pour les États-Unis. C'était le premier film vraiment costaud sur lequel je travaillais. Ok, alors justement, on va faire un peu un focus sur ce sujet, parce que Diathée, c'est un de mes préférés, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. Quelle réaction vous avez eue quand du coup vous passez de court-métrage à travailler sur un film avec Polanski, qui à l'époque avait déjà fait des très grands films. Est-ce qu'il y avait une pression? Est-ce que du coup vous avez mis du temps? Là, vous avez dit que il a mis du temps à arriver sur le. Enfin, s'il n'était pas là, c'était pour quelle raison? Il était en. Non, c'est pour des raisons. Il faisait un trekking au Népal. Ils se sont paumés. Il n'a pas pu rentrer à temps. Comme le Sam Austin coûtait une fortune et tout, Claude Berry, le producteur, a dit bon, ça va. Si Roman n'est pas là, il avait fini son montage, Sam Austin, donc il a dit bon, il rentre là-bas. Donc voilà, quand Roman est arrivé, il n'y avait plus personne sauf moi, quoi. Ok. Et au départ, moi j'étais extrêmement admiratif de Roman, enfin c'était vraiment un de mes cinéastes préférés. Donc j'étais intimidé bien sûr, mais j'avais pas peur, puis je pensais pas du tout que j'allais remonter le film. Enfin, j'ai jamais pensé ça une seconde. Et c'est quand je lui ai dit vraiment, moi je trouve ça pas bien, c'est trop carré, c'est trop polar, beaucoup trop de gros plans et tout ça. Il m'a dit bon allons-y, on va regarder le film ensemble. Et on a passé toutes les bobines sur la table de montage, la Steinbeck à l'époque. Je me souviens, il y avait 22 bobines exactement, et arrivé au milieu à peu près, il me dit mais ce raccord-là, c'est épouvantable. Donc il me dit allez-y. On se vous voyait à l'époque, et donc je refais le raccord, et je me suis dit ça y est, je suis viré là dans l'heure qui suit, enfin dans la minute qui suit. Et en fait, il m'a dit très gentiment, ça n'a jamais été aussi bien. Et après, voilà, c'était gagné. Et après ce remontage, il m'a convoqué chez le producteur, chez Claude Berry, et il a dit voilà, je voudrais remercier Hervé pour tout le travail qu'il a fait, et voilà, je vais faire Pirate avec lui. Voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Après, évidemment, Claude Berry m'a appelé, il voulait que je monte ses films aussi, enfin bon, voilà. On va en parler. Ouais. Et ça, c'est une question du coup un peu plus générale. On peut prendre l'exemple de Tess. Vous, en tant que monteur, quelle est la réaction que vous avez quand vous recevez, quand vous regardez pour la première fois, on va dire, les rushs? Est-ce que vous êtes directement, on va dire, ébloui par certains plans ou certaines scènes? Est-ce que vous êtes le premier spectateur, on va dire, du film, même avant le réalisateur lui-même? Est-ce que vous avez des souvenirs comme ça? Même, on peut se balader un peu dans votre carrière, hein, comme ça pendant le podcast, mais est-ce que vous avez des souvenirs de, voilà, vous découvrez pour la première fois la prestation d'un acteur, un plan, une actrice, oui, vraiment ça vrai. vous a fait un choc? C'est vrai. Il y a plein de films où on est vraiment très pris par ce qui se passe, par les rushs. Moi, j'ai un souvenir très précis. Quand on a fait Pirate, Claude Berry m'a demandé non, mais moi je fais Jean de Florette et tout, il faut que vous veniez, c'est pas possible. J'ai dit je viendrai après Pirate, mais j'avais dit oui à Pirate. Moi, voilà. Et donc je suis arrivé sur Jean de Florette, qui avait déjà eu un pré-montage, et c'est sur Manon, c'est mon anecdote. En fait, sur Manon, après le remontage de Jean de Florette, il y a le remontage de Maman des Sources, et sur Manon, il y a la scène, et Claude me disait, il y a une scène qui est ratée complètement, c'est la scène de la cour de l'école, où Gaulin déclare son amour à Manon. Et c'était pour moi qui avait lu le bouquin, je me disais, c'est la scène fondatrice, quoi. Dans le bouquin, c'était ça, je me disais, c'est pas possible. Et j'arrive à la scène, et je dis, finalement, c'est pas terrible, et je regarde les rushs. Et les rushs, en fait, ils avaient tourné en une semaine, cette scène, et les rushs du premier jour, j'avais la chair de poule, quoi, tellement c'était beau. Auteuil était hallucinant, quoi, mais vraiment hallucinant, c'était magnifique. Et je dis à Claude, mais pourquoi vous n'avez pas utilisé ça? Non, mais ça allait pas, on a retourné tout, on a fait... Je dis, c'est pas possible. Et j'ai remonté la scène en fonction de ce premier jour de tournage, qui était absolument pas raccord avec tous les autres jours, mais c'était tellement fort comme prestation, le jeu était vraiment hyper émouvant, donc voilà. Et ça arrive souvent qu'on ait des trucs comme ça, des chocs très très forts. Après, tout le monde n'a pas le même choc. Il y a des films que j'ai repris comme ça, où on m'avait dit telle actrice est mauvaise, et je me disais non, c'est la meilleure, hein, c'est de loin la meilleure, quoi. C'est pas...
Parce qu'on a le recul quand on est au montage, on n'est pas sur le tournage, on n'est pas au courant des difficultés de tournage. Quand vous dites, on vous a dit, c'est une discussion avec le réalisateur, les producteurs, les ça financiers. peut être plein de gens, ça peut être plein de gens, ça peut être vraiment. Enfin, je ne veux pas citer de nom, mais il y a un film où vraiment il y avait plein de personnes qui m'ont dit celle-là est mauvaise, celle-là est mauvaise, celle-là est mauvaise. Et quand j'ai vu les rushs, je me suis dit c'est tout à l'envers. Ils ont tout faux, quoi. C'est-à-dire, je sais pas ce qu'ils se sont imaginés. Et c'était un film qui avait été monté pendant de très longues semaines, pendant plus de 20 semaines, et que j'ai remonté totalement, quoi. C'est un truc. Et après, même justement, le monteur son m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait? C'est hallucinant, c'est plus le même film. C'était vraiment une erreur au départ d'interprétation des rushs, je sais pas, et qui, à mon avis, était liée au tournage, aux souvenirs qu'on a du tournage et aux difficultés qu'on a à faire un plan, soit à cause de l'opérateur, à cause des acteurs. Il y a plein de raisons. Hein, chaque plan, même des plans qui paraissent très simples, peuvent être très durs à tourner. Hein, on ne peut pas porter de jugement de valeur là-dessus. Est-ce que vous voulez recevoir uniquement les rushs, travailler avec le réalisateur, ou vous, avec certains réalisateurs, vous allez sur les tournages, vous essayez de capter la tension du moment, enfin bref, est-ce que vous êtes vraiment impliqué du scénario, tournage ou montage? En général, les monteurs ne sont pas tellement conviés sur le tournage. Hein. Je sais que moi, j'ai assisté à des tournages parce que, justement, avec Polanski, il veut commencer le montage dès le début du tournage. Enfin, c'est pas le montage, mais parce qu'il veut vérifier toutes les transitions, tout ça. Donc, il veut mais je monte de mon côté. Et puis, s'il y a un doute, il vient voir la salle de montage. Mais sinon, il fait pas du montage vraiment. Mais la plupart du temps, non. Ça sert à rien d'aller sur le tournage. Il y a une expérience que j'ai faite comme ça avec Claude Berry, justement, c'était Uranus. Okay. Ça, c'était la première fois que Claude travaillait avec un combo, donc un système vidéo où il avait le retour de ce qui était tourné. Et il m'appelait sans arrêt, il me disait qu'est-ce qu'on fait maintenant, quel plan on fait et tout. Donc je faisais le découpage au fur et à mesure avec lui. C'était bon, et en même temps ça créait des tensions énormes avec les comédiens qui disaient, on était derrière une cabine dans le noir et les comédiens disaient mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fout le monteur. Enfin il y avait une espèce de tension et je pouvais pas. Chaque fois que je retournais à la salle de montage, il y avait un assistant qui venait me chercher. Non Claude veut que tu viennes. Et tout. Mais c'est la seule fois où vraiment j'étais sur un tournage et vraiment investi dans le tournage. Sinon, c'est pas du tout le rôle du monteur, du tout. Par contre, moi, ce que j'aime faire, c'est faire le bout à bout tout seul, quoi. C'est-à-dire prendre les rushs et faire la première continuité sans réalisateur. Après, on discute. Et justement, sur le bout à bout, est-ce que vous, c'est quoi votre conviction dessus? Est-ce qu'avec un bout à bout, on peut avoir déjà une idée si le film est bien ou non? Est-ce que ça engage à rien et on peut totalement refaire un film? Ouais, ça dépend vraiment des réalisateurs. Moi, j'ai tendance à maintenant, mais c'est une question d'expérience et d'âge, à faire un bout à bout très élaboré. Mais en fait, il y a Roman Polanski, par exemple, ne supporte pas ça. Il veut qu'on suive juste le scénario et que ça soit le plus simple possible. Il ne s'agit pas de monter tous les plans. Ça dépend vraiment des rapports qu'on a avec le réalisateur. Mais sinon, le bout à bout, normalement, ça doit respecter le scénario. Parce que le réalisateur, il a écrit un scénario, enfin, la plupart du temps, ils ont coécrit ou écrit tout seul même, et ils veulent voir ce qu'ils ont écrit. Donc, c'est pas à nous de dire ça marche pas, c'est à eux de dire non, ça marche pas. Même si on pense que ça marche pas, on peut leur souffler, mais pas il faut leur montrer tel que ça a été fait, quoi, tel que c'était écrit. Alors maintenant, j'ai une question plus large, plus globale sur votre métier de monteur en général. J'aimerais comprendre pour les auditeurs comment ça marche du moment où vous recevez les rushs jusqu'au moment, dans les grandes lignes, hein, mais jusqu'au moment où vous livrez le film. C'est-à-dire qu'il y a la première version, on va dire, pour les producteurs ou autres. Quelles sont les grandes étapes que vous mettez en place généralement, celles qui vont prendre le plus de temps, celles où vous avez le plus d'excitation à vous dire, tiens, bah, c'est là où vraiment l'aspect créatif va être en jeu. Voilà, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer tout ce process-là? Alors, ça a beaucoup changé, hein, parce qu'à l'époque où on était en argentique, la première étape, c'était le choix des rushs. En projection, on avait des projections de rush tout le temps et on choisissait avec le réalisateur qui disait je préfère celle-là, celle-là. Quand on est passé en numérique, les projections ont disparu totalement. Donc, parce que sur le plateau, en général, le réalisateur, il choisit 3 ou 4 prises. Il dit celle-là est bonne, la 2, la 7 et la 9, par exemple. Mais c'est rare qu'il n'y en ait qu'une seule. Donc, quand on est seul au montage à faire le bout à bout, on choisit. Et après, le choix des prises, il est souvent remis en question par le réalisateur, mais après, une fois que c'est monté dans
dans la copie de travail, je dirais. Mais ça, c'est une étape donc, qui a beaucoup évolué depuis le numérique. Sinon, donc on fait après ce bout à bout. Et une fois qu'on a fait le bout à bout, on le voit avec le réalisateur. Ensuite, on commence à travailler scène par scène en disant voilà, ça c'est bien, c'est pas bien, cette prise est pas bien, cet axe-là est pas bon, cette taille est pas bonne. Et bon, on fait tout le montage image vraiment jusqu'au moment où on arrive à une version satisfaisante. Et à ce moment-là, on déclenche le montage son qui commence et la musique, les post-synchronisations aussi quand il en faut. Et puis la dernière étape, c'est le mixage après. Ok, très clair. J'avais une question sur votre rapport aux différents réalisateurs. Vous avez travaillé avec des très grands réalisateurs, que ce soit Claude Berry, Polanski, Guillaume Canet, avec qui vous avez eu un César pour Ne le dis à personne. Est-ce que vous pouvez rapidement un peu nous décrire les différentes manières de travailler que vous pouvez avoir avec ces différents réalisateurs? Est-ce qu'il y en a qui vont être collés à vous pendant tout le montage, d'autres justement qui vont un peu plus s'éloigner et après revenir? Comment ça se passe en général? Je dirais que la différence, c'est pas entre les réalisateurs, c'est souvent entre les films. Parce que même, on peut avoir une très grande complicité avec un grand réalisateur, chaque film est différent. Il fait pas la même chose. Donc même si on sait comment réagir, il y a des réalisateurs qui sont omniprésents parce qu'ils sont un peu perdus, mais sinon, souvent, la confiance règne. Mais il y a des films qui sont plus personnels pour les réalisateurs, et donc là, ils sont là très très présents en général. Mais c'est pas vraiment chacun. Après, c'est des rapports humains, bien sûr. Donc, on passe des journées entières enfermés. C'est très différent du tournage, parce que le tournage, il y a 80 personnes ou 60 personnes, donc il y a peu de rapports directs, quoi. Tandis qu'au montage, oui, on est seul avec le réalisateur, ça c'est sûr, pendant 3-4 mois, donc il faut s'entendre, quoi. C'est sûr que quand ça passe mal, il se passe rien, quoi. Hyper intéressant. Vous avez été le monteur d'un chef-d'œuvre qui est Le Pianiste, qui pour moi est un film bouleversant et vraiment nécessaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout le travail qu'il y a eu sur ce film? Je pense que je l'ai revu récemment et je me suis dit que d'y travailler au quotidien, découvrir les rushs, puis de retravailler, c'est-à-dire que déjà de voir le film une fois, je trouve ça bouleversant, mais d'y travailler des mois et des mois dessus, ça devait être très prenant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expérience? Oui, alors il y avait un peu la difficulté au départ, c'était que le film, il a été tourné dans le désordre total pour des raisons économiques et dans des endroits différents, parce qu'on a tourné à Babelsberg en Allemagne et ensuite on a tourné à Varsovie. Et les chants étaient tournés à Babelsberg, les contre-chants à Varsovie, par exemple. Donc c'était un peu difficile de monter. Mais après, j'ai passé 3 mois à Varsovie, moi. Pardon, j'ai pas trop compris. Donc du coup, pour une même scène, on avait un chant. Oui, par exemple, contre-chant. les immeubles qui étaient des décors étaient à Babelsberg et tout, mais la rue, elle était Ok. à D'accord, Varsovie. Enfin, c'était Ok. donc on pouvait pas monter au fur et à mesure du tournage. Il fallait attendre un peu. Mais après, à Varsovie, ça s'est assemblé peu à peu. Puis j'ai passé 3 mois là-bas et où c'était hyper émouvant parce que les gens, tous les figurants, il y avait plein de vieux figurants qui avaient vécu un peu cette époque et qui étaient, ils avaient les larmes aux yeux, quoi. Ça les touchait énormément. Et il y avait en plus une volonté chez Roman de faire un film qui soit très réaliste, enfin plus aller vers les actualités que vers la virtuosité cinématographique, quoi. Il y avait pas, c'est un film, il y a une économie de musique énorme, il y a très peu de musique, je crois qu'il y a 5 minutes de musique originale, quoi, c'est tout. Tout était très, comme ça, très, très sec, très quotidien, quoi, et ce qui donnait une force et une violence au film incroyable. Et aussi, le travail c'était un peu difficile parce que justement, arrivé à un certain stade, on a tendance à en faire des caisses parce qu'on se sent à l'aise, on veut que ça se voit, que ça brille et tout. Ça marchait pas, ça, il fallait pas briller du tout. Il fallait être le plus sobre possible. C'est ce qui donnait le plus d'émotion, quoi. À tel point que même au mixage, je me souviens, c'était l'époque où tous les films étaient en stéréo et tout. Et je me souviens que quand on mixait le début, qui est très, très, presque du mono, quoi, le technicien du studio est rentré en disant, mais vous avez oublié de brancher la stéréo. En fait, on était en stéréo. On essayait de la réduire au maximum pour justement tendre vers cette sensation d'actualité, quoi, de choses quotidiennes, quoi. Mais pas un truc comme ça spectaculaire. Éviter le spectacle, quoi. Et si on fait un focus sur, moi, il y a une scène qui m'a marqué, c'est la scène bien sûr du piano, avec
la musique de Chopin, le nazi qui Ouais, rentre ouais. dans la salle. Vous, comment votre rapport, on va dire, au scénario, c'est-à-dire que j'assume que vous l'avez lu avant, du coup même le livre, avant de travailler sur le montage. Est-ce qu'il y a une excitation de se dire que voilà, on va travailler sur une très grande scène, même il y a une sorte de responsabilité de se dire parce que Ouais. voilà, cette scène, pour moi, elle est mythique. Ben, on ne sait pas toujours, mais là, c'est vrai que, là, effectivement, quand on a tourné, Adrien avait perdu je sais pas combien de kilos, il était tellement maigre et tellement crevé. À un moment, on avait l'impression que la lumière passait à travers son nez quand il est de profil, comme ça. Et c'était complètement bouleversant, quoi, de voir. Et c'est vrai qu'en plus, bon, l'officiellement, là, Schreckman, là, il s'appelait, je sais plus. Enfin, bon, il est extraordinaire aussi, il est complètement pris. C'était une scène très, très simple, mais magique complètement, quoi. Et Adrien, il était, à l'époque, je me souviens, il nous éblouissait parce qu'il avait perdu je sais pas combien de kilos, il tenait à peine debout, quoi. C'était un truc monstrueux, quoi. Est-ce que on va retourner un peu sur des anecdotes que vous pouvez avoir? Mm. Est-ce que vous pouvez nous raconter une fois où justement vous avez dû vous imposer, peut-être sans le citer, hein, mais face à un producteur ou qui voulait complètement changer votre film, ou inversement où voilà il y a eu toute une période de combat, ou on va dire de conviction contre conviction sur un film. Non, il y a eu des fois où j'étais pas du tout d'accord. Et on n'a pas raison contre les producteurs hein, quand on est monteur. Donc voilà, il y a des films où je suis parti parce que je me disais bon, moi ça prend une direction qui m'intéresse pas du tout. J'ai pas envie d'être investi là-dedans parce qu'il y a quand même un truc très personnel quoi, de, de sensibilité quoi. On est dans le travail. C'est un travail quand même qui a un gros poids artistique, je trouve. C'est pas un travail technique quoi. Et donc, quand ça va pas, ça va pas. Il y a un désaccord, bon voilà. Mais ça dépend aussi beaucoup du réalisateur. Quand le réalisateur défend vraiment son œuvre, on a rarement ce genre de problème. J'ai rarement eu des gros problèmes avec les réalisateurs. Quand on n'est pas d'accord, bon, bah, quelquefois, on essaie de faire comment. Mais moi, de toute façon, quand ça monte trop haut, je dis à chaque fois, mais c'est pas mon film, c'est ton film. Fais ce que tu veux. Hein. Mais moi, je trouve que c'est pas très payant. Mais ça arrive, bon, qu'on laisse passer des choses parce que, voilà. Quand c'est avec le producteur, ça me gêne plus parce que je me dis c'est pas lui qui réalise le film, donc il n'a pas forcément raison. Donc là, je peux aller vraiment monter dans les tours. C'est un truc. Mais en général, j'ai pas de souvenir de gros conflits avec les réalisateurs. Donc c'est pas sur l'interprétation et tout ça. On va un peu. Il y a eu un peu des moments comme ça, mais on passe à travers. Puis quand le réalisateur défend son travail, il y a aucun problème. J'ai une question maintenant sur comment on valorise votre travail. Vous avez reçu plusieurs Césars. Comment on fait aujourd'hui? Comment vous, quand vous regardez un film, vous êtes au cinéma et vous voyez le travail d'un confrère ou d'une confrère, une consoeur, pardon, vous dites waouh, là il y a un vrai travail de montage qui sort du lot, où il y a eu une prouesse. Comment vous, avec votre œil de monteur aujourd'hui, vous évaluez un peu, on va dire, le travail des autres, ou même votre propre travail, en disant voilà, sur tel film, il y a eu un effort considérable, ou j'ai fait la qualité encore au-dessus des films précédents. Moi, j'ai pas de. Enfin, moi, je considère que je suis un spectateur. Et j'essaie de garder ça tout le temps, de rester spectateur, pour justement pas rentrer dans un truc de monteur, au sens il faut que ça soit comme ça, comme ça. Il n'y a pas de règle, il y a ce qu'on ressent, puis c'est tout. C'est un métier d'instinct, il n'y a que l'instinct qui compte. C'est même plus la dramaturgie, l'intelligence, on ne travaille plus avec la tête. C'est vraiment ce qu'on ressent, quoi, uniquement. Et je pense que c'est difficile pour moi de juger le travail des autres. Quand je vois un film, il me plaît pas. Alors, quand il me plaît, quelquefois, j'analyse un peu. C'est rare que je vois des films que j'aime pas en me disant c'est le montage qui a flingué le film. J'ai pas ce sentiment-là, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des films après à la revoyure où je me dis le montage est fabuleux, quoi. Notamment, je peux citer un film qui est pas archi connu, c'est Les Liaisons dangereuses de Frears. Le montage est magnifique, quoi. C'est clair qu'il y a un truc étonnant. Et Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson aussi, effectivement, il y a un montage vraiment très pointu. Moi, je sais que je sais pas, moi, quand je travaille, j'essaye cette espèce de vieille école, il faut pas que ça se voit, le montage. Alors,
effectivement, j'ai du mal à juger mon travail, me dire c'est bien, c'est pas bien. Si je m'arrête, c'est parce que j'ai l'impression que c'est bien, mais j'essaie de pas. Je revois jamais les films que j'ai faits. Enfin, en général, c'est pas. Quand je les revois, quelquefois, je me dis ah bah c'était pas si mal, mais ça m'arrive rarement, quoi. C'est pas. Mais c'est vrai que c'est important, surtout en numérique, d'avoir le sentiment que ça y est, qu'on a trouvé le truc, parce que sinon on continue et on casse tout. Et donc, il y a forcément un moment où je me dis, eh ben, c'est bien, là, c'est pas la peine d'essayer autre chose, parce qu'on ne trouvera jamais mieux, quoi. Et justement, dans ces méthodes de travail, est-ce que vous avez des fois, vous avez besoin de vous éloigner du film? C'est-à-dire que, je sais pas, vous travaillez depuis une semaine, 2 semaines sur toute une partie, et à un moment, vous sentez que vous bloquez, et donc vous avez besoin de vous Ça arrive. rafraîchir. Ça arrive, il y a des séquences qui sont très compliquées à monter, parce qu'il y a plein d'éléments qui jouent ensemble. Et je me souviens par exemple dans Lune de Fiel, la scène finale du réveillon sur le bateau, c'était toutes les projections qu'on a faites. Je disais à Roman, je suis pas prêt, c'est pas bon. Et c'était juste à la fin, c'est venu comme ça en 3 jours, j'ai pas compris. On a sorti le truc, c'était vachement bien. Mais avant, j'y arrivais pas, quoi. C'était un truc, et il y avait un orchestre, c'était très compliqué techniquement et vu le nombre de personnages. Mais c'est vrai que il y a les scènes les plus dures à monter, c'est des scènes à plusieurs niveaux. Je me souviens dans Pirate aussi, par exemple, la scène où le capitaine vient chez le gouverneur, là, donc le capitaine se cache sous le lit, il y a Don Alfonso qui arrive, enfin, donc il y a une scène au-dessus, une scène en dessous le lit, enfin, et tout ça c'est compliqué à faire marcher en même temps, quoi, à garder un rythme incroyable, parce que quand chaque action est séparée, bon, on trouve le rythme de chaque action et c'est bon. Là, quand c'est tout en même temps, c'est plus compliqué. Vous avez des exemples de justement où vous avez pu réinventer, on va dire, une scène ou une situation grâce au montage, où le montage devient un élément près du scénario? Oui, souvent, quand c'est-à-dire qu'on décide de faire un truc en montage parallèle, oui, parce que ça marche pas autrement, c'est trop lent et tout. Oui, ça arrive, c'est pas systématique, mais c'est des choses, il faut que le réalisateur soit d'accord, mais je crois énormément au rythme, pour moi c'est super important. Dans la dramaturgie, et moi ce qui me parle le plus quand les gens parlent du montage, c'est la phrase de Tarkovsky qui avait dit « monter, c'est sculpter le temps », c'est ça, c'est juste travailler sur le rythme, quoi, c'est ça. C'est pas tellement les bons raccords, les machins comme ça, tout ça veut rien dire. C'est vraiment installer une dramaturgie par le rythme, vraiment. Et ça, justement, comment vous le mesurez, ce rythme? Est-ce que ça va être justement par rapport à, je sais pas moi, un film d'action, c'est s'assurer que ça va à 200 à l'heure? Ça dépend, oui. Ne le dis à personne, par exemple, c'était ça, oui, mais c'est pas ça sur tous les films, non. Il y a des films où c'est très très lent, on connaît la chanson d'Alain Resnais, je crois qu'il y a 300 plans. Ne le dis à personne, il doit y avoir 1200, je pense. Voilà. Chaque film est particulier, et puis il faut décider ou non de découper. Parce que moi, j'aime pas les films surdécoupés non plus. C'est pas un truc. Ça devient très vite mécanique, quoi. On perd complètement justement ce côté émouvant et tout ça, parce que ça saute. Le côté John Woo, c'est marrant comme ça à voir, mais quand on voit quand on décortique, c'est des répétitions de plans sans arrêt, des trucs. Bon, c'est pas d'une finesse extrême, quoi. Et surtout, je sais pas, aux US, où il y a beaucoup de découpage justement de films un peu storyboardés, est-ce qu'il vous est déjà arrivé que justement ça peut être un peu barbant sur un film d'arriver et de se dire voilà, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, et un peu comme on suit un template, où justement en France on a plutôt ce côté un peu plus, on va dire, artistique, où il y a une sorte c'est comme une peinture qu'on va... Non, moi, enfin je sais pas, j'ai travaillé avec des gens, il y a eu des storyboards faits sur Pirate, par exemple, avec Roman et tout, mais jamais les rushs sont fidèles au storyboard, quoi. Okay. C'est une indication pour le metteur en scène, quoi. J'ai pas travaillé. Il y a peut-être des gens qui sont très très proches de leur storyboard. Sûrement, il y en a, hein, mais j'ai pas travaillé avec eux. Ça, je me rends pas compte de ça. Moi, oui, c'est ça. Le storyboard, c'est bien pour un réalisateur, pour le tournage, quoi. Ça me semble pas être utile au montage, quoi. Sauf peut-être en animation ou dans des films comme ça, quoi. J'ai une question sur votre rapport au métier de monteur. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre métier, la chose qui vous fait vibrer? Je pense que c'est la construction. C'est vraiment, c'est les films où on intervient vraiment sur la structure, sur le scénario et tout ça. Ça m'excite beaucoup. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Dans quel sens? Dans le sens déplacer des scènes, changer un peu. Mais en même temps, je vais être assez modéré là-dessus parce que je déteste le montage qui sent. Je vais faire ça
pour le faire juste. Soit ça marche pas tel que c'est écrit, et donc on joue sur la construction, soit ça marche bien et on n'y touche pas parce qu'il n'y a aucune raison. Voilà, c'est ça. C'est pas une démarche systématique de toucher à la construction, surtout pas. Ok. J'ai aussi une petite question. Je voulais poser une question sur Alain Resnais. Je sais que vous avez travaillé avec lui, notamment vous avez eu un César pour On connaît la chanson. C'était comment de travailler avec Alain Resnais? J'ai eu pas mal de retours de gens dans le podcast justement qui ont eu la chance de travailler avec lui. Ouais. Ben, c'était incroyable parce que Alain avait été monteur et en plus il faisait un découpage extrêmement précis. Il travaillait avec des Playmobil, il filmait avec une petite caméra Super 8 et il préparait ses plans, quoi. Il y avait un truc. Et je me souviens que le premier film qu'on a fait ensemble, c'était On connaît la chanson. Et on était en Avid, c'est la première fois qu'il travaillait en Avid, il avait un peu peur de ça. Et Avid, c'est une type de caméra? Avid, c'est le système de montage. Système de montage, ouais. Ok. Numérique, quoi. C'est la première fois qu'il travaillait en numérique, d'accord. en fait. Et à un moment donné, je crois que c'était Sabine Azema et Pierre Arditi qui marchaient dans la rue. Il fallait filmer des immeubles et qu'il n'avait pas encore fait. Il me dit, ce week-end, si je vous les filme en Super 8, est-ce que vous pouvez les mettre dans votre Avid? J'ai dit, bien sûr. Et donc, il a filmé, on a mis les trucs en Super 8, et après, il a juste copié en 35. Je me suis dit, mais au moins, il sait s'amuser, quoi. Il y a un truc un peu ludique, quoi, d'enfant. Alain, il avait un truc d'enfant, un peu comme Roman. Je pense que les grands réalisateurs, c'est des enfants attardés, je dirais, enfin, sans péjoratif, sans être péjoratif, quoi. Mais c'est vrai et puis il avait un côté, Alain, tellement gentil, tellement adorable. Il me disait toujours, comme c'était tellement précis, ces films. Moi, je faisais le bout à bout pendant le tournage, et quand il arrivait à la fin, il me disait, mais vous montez en 3 jours, c'est pas possible. Je disais, mais non, c'est parce que c'est écrit comme ça, voilà, c'est un truc. Mais c'est vrai qu'on connaît la chanson, moi j'ai eu un César pour On connaît la chanson, je ne m'y attendais pas du tout, parce que c'est plein de plans séquences. C'était Alain qui devait avoir un César du montage, parce que le découpage est tellement précis et magnifique que voilà, on récolte les fruits du travail du metteur en scène. J'en profite aussi pour vous poser la question du coup sur Claude Berry. Comment c'est de travailler avec Claude Berry? Vous avez travaillé avec lui sur Manon Dessours, Jean Florette, Chao Pantin. Mais Claude Berry, c'est très différent, parce qu'à l'époque, moi, j'étais pas du tout dans le cinéma commercial. C'était pas du tout mon truc. J'étais vraiment, comme je vous l'ai dit, je sortais du cinéma underground. Et après avoir travaillé Polanski, c'était pour moi le cinéma d'auteur par excellence, un truc. Et avec Claude, ça a été un peu au départ, j'étais un peu perturbé. Et en fait, je me suis aperçu que ça me plaisait beaucoup de travailler sur du cinéma populaire, vraiment. Et de toucher, d'essayer de trouver des trucs. On a fait beaucoup de comédies ensemble, et c'était quelque chose que je n'avais jamais fait et qui me plaisait beaucoup. Il y avait un truc, plus, bon, Claude, il me laissait une liberté énorme. Enfin bon, c'était assez agréable, je pouvais essayer plein de trucs. Je dis ça, mais il n'y avait pas que des comédies, hein. Il y a eu Chao Pantin, quand même, qui était... mais ça se passait très bien avec Claude, quoi. Il n'y avait pas de problème, on s'entendait très bien. J'ai vu dans une de vos interviews, justement, que pour Chao Pantin, comme c'était la nuit, vous avez utilisé des techniques de montage, justement, pour un peu dynamiser oui, l'histoire. parce que le problème, c'était que tout le début de Chao Pantin se passait la nuit avec la station-service, où Coluche était habillé toujours pareil, et Richard Anconina toujours pareil, c'est la même mobilette, la même station-service, tout était pareil. Donc, on n'avait plus aucune idée des journées qui passaient. Donc, si on collait bout à bout sans rien faire, on disait que c'est la même nuit, il est revenu 2 heures plus tard, quoi, c'est tout. Or, il fallait vraiment sentir que c'était une amitié qui se créait au fur et à mesure des journées, pas en une nuit, quoi. Donc, effectivement, on a utilisé des fondus. Je me souviens qu'il y avait le machinot de Bruno Nuiten, l'opérateur, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça ?» J'ai dit « Mais ça marchait pas, sinon c'est tout. » C'était un truc... et finalement, ça marche très bien comme ça, quoi. Ça va, mais il fallait ça, quoi. Sans ça, on était vraiment largués, quoi. J'ai une question maintenant sur la technologie. Comment vous avez vécu cette transition de passer de l'agentique au numérique? Je l'ai vécu, je dirais, assez bien, parce que j'ai pris un assistant qui venait de la télé, qui était très très fort en Avid, donc en système numérique. Et donc ça s'est passé bien, mais j'ai quand même, il y a un truc auquel j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, c'est le manque de défilement du numérique qui n'a pas la croix de Malte et le côté respiration humaine comme on avait en 35, où c'était ça bat, quoi, c'est un cœur qui bat, quoi, un peu. Et là, on n'a plus ça du tout. Et tout d'un coup, c'est tout le problème du numérique aujourd'hui, pardon. C'est un outil complètement synthétique. Il n'y a pas de défilement, il n'y a pas de cheminement dans le numérique.
on a les réponses tout de suite. C'est pour ça que c'est un peu un danger pour la culture si les gens lisent pas, ils font pas des trucs, parce qu'il y a plus d'apprentissage, je dirais. On est pas, on a tout, on fait du par cœur, on apprend le truc. Et ça, c'est ce qui m'a le plus choqué, quoi. Le manque je dirais, d'humanité. Mais après, je me suis dit, bon, ben, c'est ça l'avenir, il n'y a pas le choix, quoi. Et je m'y suis fait, mais j'y pense plus tellement. Il y a des années, je pense 5 ou 6 ans, les laboratoires Éclair avaient fait un système d'étalonnage pour ramener le numérique un peu vers l'argentique. Et j'ai vu une bande-annonce qui était de 20 minutes sur plein de films avec la différence et tout. Et j'avais les larmes aux yeux. Je me disais, mais c'était quand même mieux l'argentique, quoi. Au point de vue photo et tout, ça n'a rien à voir, quoi. Mais bon, en même temps, c'est l'avenir, c'est comme ça, quoi. C'est une nouvelle esthétique et ça oblige à travailler un peu différemment. J'ai une question maintenant sur Vous avez été très fidèle à plein de réalisateurs pendant votre carrière. Qu'est-ce qui fait que vous allez aller vers un nouveau réalisateur ou réalisatrice? Est-ce que c'est le scénario? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est le rapport humain ou même les films précédents? Voilà, comment aujourd'hui vous choisissez les projets sur lesquels vous allez? Enfin, d'abord, c'est eux qui viennent vers moi. Hein. Mais après, je dis oui ou non par rapport au scénario, effectivement. Et aux films qu'ils ont fait. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens avec qui j'ai pas du tout envie de travailler. En même temps, ça se fait pas dans ce métier de dire non. Donc, il faut toujours inventer des trucs. Hein. Quand on veut pas faire un truc, on dit bah non, j'ai un autre film. Ou voilà, on dit. Mais c'est vrai que bon, quand ça me plaît pas du tout, je le fais pas, quoi. C'est clair. Parce que j'ai pas trop envie de. Oui, c'est ça. Il y a une démarche instinctive comme ça, artistique où il faut. Si on sent rien, on sent rien. Et je me dis bon, ça vaut pas le coup de faire un truc où je vais juste me vautrer, quoi. Et en plus, je dirais, quel que soit le salaire, quelquefois, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de bouffer. C'est que quand on se dit je vais arriver à rien, c'est très déprimant, je trouve. En plus, c'est combien de temps un film, généralement, un montage? Maintenant, on réduit un peu, c'est autour de 12 ou 14 semaines, mais avant, c'était plus vers les 18, 24 semaines. Enfin, c'était un peu, c'était long, quand même. Et donc, du coup, sur vos motivations, je me demande un peu sur le début de votre carrière. Vous avez dit que vous êtes rentré un peu comme ça dans le cinéma progressivement avec les petits courts-métrages au début, après Polanski, un peu un système de rencontre. Mais est-ce que vous aviez un rêve quand vous avez commencé? Est-ce que c'était un rêve de travailler sur des projets, des rêves de prix, des rêves de... Non, je pensais, moi, au départ, j'avais envie d'écrire avant tout. Et puis, bon, ma famille, enfin mon père surtout, il considérait que c'était pas un métier, pas plus le cinéma. Hein, il détestait le cinéma, bien qu'il soit dans la programmation. Et après, j'ai eu envie d'être réalisateur. C'est pour ça que j'avais commencé à faire ces magazines. Mais en même temps, mon erreur était de croire que c'était du cinéma, c'était du journalisme, en fait. Et ça marchait pas du tout. Il y avait un rédacteur en chef qui me faisait des réflexions qui n'avaient rien à voir avec le cinéma et tout. Pourtant, j'avais des sujets vraiment intéressants. J'avais fait un truc sur les mariniers, les mecs sur les péniches. J'avais fait un truc sur Truffaut, là, quand il préparait à des lâches et tout. Vraiment, ça me passionnait. Mais après, je suis entré en conflit avec le rédacteur et c'était fini. C'est pour ça qu'après, je suis revenu par la musique et le montage son. J'avais l'impression quand même de toucher plus au cinéma, même si c'était des émissions de télé faites avec des stock shots, des documents d'actualité. Ça me parlait plus quand même. Et c'était... Après j'ai même réalisé un court-métrage, hein, mais mon problème, c'était plus le relationnel avec les comédiens. J'avais pas compris à quel point il faut être fort et jamais céder, parce que dès qu'on cède un moindre truc, ça marche pas. Donc, j'ai fait un court-métrage et je me suis dit, le montage, c'est quand même plus... Ça me convient mieux, quoi. En tant que monteur, ça peut avoir un conflit. Les comédiens peuvent être source de conflit. Je pense à un comédien qui peut ne pas s'aimer sur un plan, par exemple, qui va dire non, j'aime pas ce plan. Vous savez très bien que le plan est très bien, mais il va se trouver, je sais pas, un peu rond. Oui, ça arrive, mais ils n'ont pas leur mot à dire. Normalement, ça dépend de leur rapport avec le réalisateur. Quand le réalisateur est un peu faible et tout. Moi, je me souviens de films où c'était des actrices un peu stars qui disaient non, mais ce plan-là, faut pas le monter et tout. Le réalisateur disait bon, on l'enlève, et puis voilà, c'est tout. Voilà, mais c'est pas un truc courant et c'est rare. Moi, j'ai plutôt reçu je me souviens des fêtes de fin de film, les comédiens me disaient tu m'as sauvé la vie. Enfin, c'est un plus. Du reste, pour Ciao Pantin, le film avait eu au César toutes les nominations, sauf le montage, absolument tout.
Et Anconina m'a remercié sur scène, il est monté sur scène, et il a remercié le montage. C'était assez flatteur quand même. Je pense que j'ai jamais eu de vrai conflit avec les comédiens, sauf sur Uranus, où c'était des conflits parce que Claude Berry se comportait pas bien, quoi. Il restait derrière sa cabane, et il gueulait dans le noir comme ça. Donc ils avaient l'habitude d'être dirigés face à face, comme tous les grands réalisateurs font, ce que faisait du reste Claude avant ce film-là. Mais sinon, voilà, j'ai jamais eu de vrais problèmes avec les comédiens, non. On arrive sur la fin du podcast. C'était un podcast passionnant, vraiment super intéressant et je suis vraiment super heureux de l'avoir fait avec vous aujourd'hui. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités à la fin du podcast. C'est si demain vous vouliez inviter un métier de l'ombre du cinéma, ça peut être un réalisateur, une réalisatrice, un chef-op, voilà, plein de différents métiers et que vous avez rencontré, vous connaissez, mais que vous aimeriez écouter sur ce podcast. Qui ça serait? Je pense que c'est plus... il y a des opérateurs qui m'impressionnent, comme Darius Khondji, par exemple. Après... Pourquoi le métier de chef opérateur qu'est-ce qui va vous impressionner justement? Moi, quand j'étais enfant, j'ai fait énormément de photos. J'aime beaucoup la photo, c'est vrai, et donc je suis très sensible à l'image. C'est aussi pour ça que moi, le scénario, une fois que le film est tourné, je le jette. Je dis, pour moi, maintenant, l'histoire, c'est les images. Je me fous de ce qui est écrit un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de monteurs qui font des tableaux et tout sur la dramaturgie avec des graphiques et tout. Rien de tout ça, moi. C'est les images et je regarde chaque scène par rapport à ce que les images me disent. Donc ça me semble un métier passionnant, opérateur, parce que c'est quand même une direction importante qui est donnée à l'histoire, quoi. Enfin, tous les métiers du cinéma, vraiment, s'ils sont bien faits. Parce que les costumes, par exemple, c'est super important d'avoir un point de vue non seulement sur le personnage, mais sur l'acteur aussi qui joue le personnage, d'essayer de combiner, qu'il y ait une alchimie entre vraiment, aider l'acteur à faire le personnage. Et ça, c'est important. Je reste une fille qui est chef costumière, qui fait beaucoup de costumes, enfin, et elle adore ça, et elle est très pointue, justement. Bah, magnifique. Bah, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Deluz. C'était génial, et encore merci pour votre temps. Et voilà. Vous travaillez sur un film actuellement? Oui, Badinter, oui, de Pierre Godot, oui. Génial. Ouais. Qui est un film, justement, hyper découpé, là. Ah bon? Ouais. C'est à peu près 1300 plans, alors que la moyenne des films français, c'est 650 à peu près, quoi. Mais ah oui, c'est fou. Mais c'est-à-dire que est-ce que, juste pour que je comprenne un peu l'économie des plans, 1300 plans, c'est-à-dire que le budget est beaucoup plus important? Est-ce que c'est juste qu'il va faire plein de petites scènes? Justement, c'est l'inverse. C'est que comme il y avait très peu de temps de tournage, il y a beaucoup de scènes tournées à 2 caméras. Donc voilà, c'est tout. C'est l'inverse. Mais c'est vrai que sur les films d'action, on tourne souvent à 2, 3 caméras. Même c'est dans Lucie Aubrac, on a tourné le train qui déraille, on a tourné à 7 caméras. Ok. Ça arrive souvent. Chicago, c'était tourné pareil. La comédie musicale, c'était tourné, je crois, à 6 ou 7 caméras. Et pour Ne le dire à personne, la scène du périph'? Alors, Ne le dis à personne, il y a toujours eu 2 caméras, parce que Guillaume c'était en 35, hein, il tournait en 35, il portait une caméra 35 à l'épaule pour aller voler des plans, et c'était hyper précieux, parce c'était le réalisateur, donc il chopait des moments incroyables, alors qu'il y avait le plan qui était tourné par l'opérateur, mais lui était complètement, c'était un découpage sauvage, mais qui est hyper pointu finalement, enfin, à l'instinct complètement, qui marchait très bien. J'en profite, dernière question, du coup je vous ai demandé pour tous les autres réalisateurs, pour Guillaume Canet, commencer de travailler avec lui, on va dire sur la partie montage. Bah, c'était super intéressant, mais la première collaboration, c'était Ne le dire à personne, et il avait l'habitude d'être là tout le temps, justement. Et je lui ai dit, moi, j'aimerais bien commencer tout seul, parce que toi, tu connais les rushs par cœur, donc tu vas arriver, tu vas me dire, fais ci, fais ça, je vais être un presse-bouton, et c'est pas du tout mon truc. Moi, j'aimerais bien m'approprier un peu les rushs, puis après, on discute. Et puis finalement, j'ai commencé à monter tout seul, et la première fois qu'il est venu dans la salle de montage, il m'a dit, je voyais pas ça du tout comme ça. J'ai dit, bon, on travaille ensemble, si tu veux. Non, continue, va jusqu'au bout du film. Et après, on a discuté, quoi. J'ai fait, et ça lui plaisait bien comme méthode, quoi. C'est toujours plus facile, je pense. Enfin, ça dépend des réalisateurs, mais de travailler sur une proposition. Parce qu'il y a des scènes. Vous parliez du pianiste tout à l'heure, par exemple, la scène de la place de la sélection, Umschlagplatz, là où c'était tourné au Steadicam, des grands plans très longs et tout ça.
il fallait faire une proposition à Roman pour qu'il voit à peu près comment gérer le truc. Mais au départ, c'était un peu cafouilleux parce que les plans étaient très très longs et il était pas habitué. Il découpait en général d'une façon très précise et beaucoup plus des plans d'une durée normale. Mais là, il avait senti ça comme ça et ça marche très très bien. Hein. C'était justement là, il y a le côté très très reportage quoi, qui était essentiel au film, je pense. Magnifique. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre temps et voilà, merci.